Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais parler d'un domaine qui se développe dans un monde en pleine mutation et qui s'appelle la médiation, qui touche quasiment un certain nombre de domaines de la société que nous vivons. Et ce domaine concerne tous les secteurs et qui s'appelle la médiation, qui joue un rôle efficacement dans un monde en pleine mutation ou dans la société qui se développe. Aujourd'hui, on peut parler aussi de la médiation institutionnelle, la médiation citoyenne, la médiation interculturelle, la médiation familiale, la médiation des entreprises, la médiation des pairs, c'est-à-dire la médiation dans les écoles, la médiation judiciaire, la médiation des projets, la médiation internationale et la médiation dans le processus électoral que je vais m'y atteler parce que j'ai présenté un mémoire, j'ai eu l'honneur de présenter un mémoire là-dessus. Mais bien entendu, bien avant, nous allons parler de l'origine de la médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation? Pourquoi la médiation aujourd'hui concerne autant de domaines ou autant de secteurs dans la société que nous vivons? La médiation, comme l'un des modes alternatifs, la médiation s'est développée dans un ensemble de domaines. Comme j'ai cité ici, la médiation est un processus par lequel un tiers impartial tente à travers l'organisation d'échanges entre les parties de permettre à celles-ci de confronter leur point de vue et de rechercher avec son aide une solution aux conflits qui les opposent afin de rétablir des relations. Vous savez, la médiation est un processus structuré, volontaire, confidentiel, dans lequel une tierce personne, le médiateur, bien entendu, utilise des techniques de communication et de négociation pour aider les personnes en conflit à rétablir un dialogue et à trouver leur propre solution aux différends. Elle offre un espace d'accueil, d'écoute et d'expression qui offre la possibilité de dépasser des situations de frustration ou de blocage. La médiation repose sur des principes de responsabilité, d'affirmation de soi, de coopération et non violence et l'acceptation de la différence et respect des règles, bien entendu. Il faut rappeler que la médiation a fait son chemin depuis la nuit des temps, de manière informelle et à des différentes formes. Elle avait joué un rôle important de régulation sociale, à l'exemple de l'arbre à palabre en Afrique, en Europe occidentale au Moyen-Âge, sous l'influence du droit canonique, et ce, jusqu'au XVIIIe siècle, ce mode de règlement des litiges est tombé en désuétude. Elle a fait sa réapparition de manière structurée au XXe siècle en Amérique du Nord, Canada notamment, et aux États-Unis, puis l'Europe a emboîté le pas par la directive européenne de 2008 sur la médiation civile et commerciale, aujourd'hui transposée et mise en œuvre dans les 28 États de l'Union. Donc la médiation concerne beaucoup de domaines. L'histoire de la médiation a fait son temps, comment la médiation s'est structurée jusqu'à ces jours. Et donc, notons que nous vivons dans un monde très conflictuel, un monde où nous n'arrivons pas peut-être à nous entendre et d'où la médiation fait son recours. Notamment, ça a commencé dans les tribunaux à travers les conciliations, mais la conciliation n'est pas pareille à la médiation. La médiation arrive... en médiation, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. En médiation, il y a toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Et la finalité de médiation finit toujours par un accord consensuel entre les deux parties, qu'on les appelle les médiés, ceux qui contactent les médiateurs, et par un accord acceptable et accepté par tous. Et vous savez que le conflit détériore les relations.
Il rend les liens et provoque des divisions. Il met à mal la motivation de chacun, qu'il soit ou non concerné directement. Pour ne pas laisser envenimer la situation, la médiation est bien indiquée pour régler les différends qui sont nés d'incompréhension, de frustration ou même d'indifférence. Lorsque le dialogue direct est difficile, le concours d'un tiers indépendant, neutre, confident, impartial se relève nécessaire. Le médiateur n'est pas un juge, ni arbitre, ni expert, encore moins d'en décider à la place des acteurs de la difficulté relationnelle. Il les aide à retrouver leur capacité de dialoguer, de compréhension, de recherche de solutions et d'entente. Il doit chercher un terrain d'entente dans le dialogue et les propositions réalistes dans une compréhension mutuelle. La médiation aujourd'hui, tout comme hier, comme toujours, comme l'un des mots de résolution de conflits, elle se développe dans tous les domaines que j'ai cités ici. Et donc la médiation reste aujourd'hui associée à la résolution des conflits. Oui, les conflits sont notre lot commun et n'échappent pas à l'évolution de notre société. Et tout comme la médiation citoyenne, elle recouvre en fait de très nombreuses applications de résolution sur le mode consensuel de litige entre citoyens dans les multiples facettes de leur vie privée ou professionnelle. Et donc c'est pour ça que nous voulons résolument s'engager dans ce domaine-là, dans ce domaine de médiation, notamment pour jouer le rôle d'éviter les affrontements et de privilégier le consensuel au conflictuel. Donc il y a là indubitablement de quoi se réjouir, d'autant que ce renouveau participe à la culture de concertation et de participation. Oui, la médiation est de ce qui pousse l'homme en avant sur le long chemin de l'humanité. Donc voilà, la médiation joue aujourd'hui un rôle capital dans le monde que nous utilisons et elle touche tous les domaines de la société que j'ai développés ici. Et donc, en ce qui me concerne, comme je l'ai annoncé, je vais m'y focaliser sur la médiation dans le processus électoral. Comment la médiation peut jouer un rôle dans le déroulement du processus électoral, dit la préparation des élections en amont, pendant les élections et post-électorales pour éviter les conflits, et quels sont les acteurs. Mais bien entendu, pour en arriver là, il faut d'abord retourner retourner au début de la démocratisation de l'Afrique dans les années 90. Et comment l'Afrique s'est démocratisée, et comment et qu'est-ce que c'est que la démocratie, et puis voilà. Donc, nous pouvons dire que depuis les premières élections ouvertes en Afrique dans les années 90, on observe la montée des conflits électoraux. Comme l'avaient dit certains observateurs plutôt, l'Afrique est mal partie pour le processus électoral. Les nombreuses crises issues des élections semblent confirmer cette thèse. Les élections sont d'une part la matérialisation de la participation effective du peuple au choix des futurs dirigeants du pays, et d'autre part, la consécration plutôt d'un processus d'adhésion du peuple à l'idéal politique et du vivre ensemble. Les élections se veulent être un outil démocratique, inclusif, car ouverte à tous et à tous, constitue aujourd'hui un enjeu de crise, de guerre, de déchirure, de fracture sociale et même un moyen de remise en cause des institutions et du texte fondateur de la nation. Vous savez, même l'article 3 de l'alinéa de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Cela signifie donc que chaque peuple a le droit de choisir lui-même ses dirigeants et que personne ne doit s'imposer comme leader par la force. Le même principe est réaffirmé dans le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques à l'article 25. En effet, la démocratie qui est ainsi recommandée par les Nations Unies comme meilleure voie pour atteindre la paix, la sécurité et le développement dans chaque pays. Au niveau régional africain, plusieurs accords reprennent et détaillent ces normes. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à l'article 13, l'Acte africain de la démocratie, des élections et de gouvernance en prévoit aussi. De nombreuses constitutions des pays africains ont intégré les normes de la démocratie et des élections justes et honnêtes. La démocratie ne peut fonctionner sans la garantie de tous les autres droits de l'homme qui en font intrinsèquement partie. Il s'agit notamment de la liberté d'expression, c'est-à-dire du droit de s'informer et d'informer les autres. Il s'agit de la liberté de réunion et de former les associations ou des partis politiques. Il s'agit de l'égalité, donc de ne pas être discriminé et exclu de la participation démocratique, par exemple pour des raisons liées au genre, la race, l'ethnie, l'appartenance politique ou handicap. Il s'agit encore du droit de ne pas être arrêté arbitrairement et avoir accès à la justice qui, de son côté, doit être indépendante et impartiale. La démocratie n'est pas imaginable sans état de droit et sans le respect de tous les droits de l'homme, y compris ceux des minorités. Les élections sont un élément fondamental de toute démocratie. Voilà seulement mettre un bulletin de vote dans une urne, et voilà, un geste très simple, presque banal. Pourtant, en divers endroits, voter entraîne quelquefois de graves violences et même la mort. À cet effet, les élections restent à ce jour un mécanisme irremplaçable de participation au choix des dirigeants, un droit fondamental et joue un rôle essentiel dans l'institutionnalisation des pouvoirs légitimes. C'est un moment de mobilisation des acteurs politiques, des membres de la société civile et aussi de manifestation de la recevabilité des dirigeants à l'égard des citoyens. À cet effet, si le processus électoral est mal engagé, le risque lié aux élections reste visible dans beaucoup de pays en Afrique. Le risque de violence post-électorale, le risque de non-reconnaissance des résultats plonge encore beaucoup de pays dans l'embarrassement et l'abîme. Le risque serait réduit si, le cas où un accord politique inclusif à travers le dialogue serait trouvé par le biais d'un processus de médiation, notamment la mise en place d'un système électoral ouvert permettant une représentation élargie, une reconnaissance de la diversité. Ce dialogue nécessaire dans le processus électoral ne peut se limiter qu'aux acteurs politiques. Il doit prendre en compte la société civile, les leaders d'opinion, les religieux, mais aussi ceux du secteur privé. C'est autour d'un accord que les différentes forces vives de la nation peuvent organiser en toute sûreté leur activité, construire la confiance et structurer pacifiquement leur rivalité dans le processus électoral. Un consensus national doit prévaloir, un cadre de concertation, sinon il y a un risque d'acceptation d'une défaite électorale. Le processus électoral, lorsqu'il est géré de manière libre, équitable et transparente,
contribue à la pacification et à la stabilité des systèmes démocratiques. La médiation dans le processus électoral peut aider à la prévention ou à la résolution des conflits, à mettre fin à la guerre, à l'instabilité que traversent la plupart des États africains. Voilà ce que nous pouvons développer dans les jours à venir. J'ai développé ici que pour éviter ces risques, pendant le processus électoral, avant les élections, pendant les élections et post-électoral, ces risques, comment il faut faire pour éviter, pour que les résultats ne soient pas acceptés. Ces risques doit-il éviter si le processus électoral, si le dialogue à travers la médiation est mis en place pour éviter que les pays sombrent. Parce que les élections sont toujours source de tension dans des pays. Donc il faut mettre des garde-fous pour que les élections se déroulent d'une manière apaisée, consensuelle, acceptable et acceptée de tous. Et donc, la médiation dans le processus électoral que je vais m'atteler à développer, demain, nous allons parler de comment l'Afrique, la démocratie a pris pied en Afrique depuis l'avènement du multipartisme en Afrique dans les années 90, comment l'Afrique a pu organiser les élections. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu beaucoup des déchirures, il y a eu beaucoup de conflits à travers les élections depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Quelques pays africains en sont sortis, mais d'autres ont eu beaucoup de difficultés. Et nous allons parler aussi de la médiation électorale. Nous allons aussi aborder le recours à la médiation internationale, le fondement de la médiation internationale, la médiation électorale internationale, le rôle de la médiation locale dans le processus électoral. Et après, nous développerons d'autres problèmes en ce qui concerne toujours dans la médiation dans le processus électoral. Et donc voilà, sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Dans les jours à venir, nous aurons à débattre beaucoup de sujets qui touchent les élections. Donc, c'était votre humble serviteur, Salomon Kotro, médiateur formé à l'Institut catholique de Paris, auteur du mémoire « La médiation dans le processus électoral ». À très bientôt. Au revoir.